6h-9h, Paléo Futur. Antoine Drou, Laurent Haug. Laurent Haug, bonjour. Bonjour Antoine. Laurent Haug, vous êtes notre paléofuturiste en chef. Avec vous, on explore les méandres de notre passé pour mieux comprendre la folie de notre époque, de notre 21e siècle, souvent numérique, toujours surprenant. Avec ce matin, l'alimentation au menu de Paléo Futur. C'est vrai ça, Laurent Haug. Manger, c'était tellement mieux avant. Et oui, le passé était un paradis pour hipsters. Pas de produits artificiels dans les aliments, que du bio. Pas de produits du bout du monde, que du local. Pas de restauration rapide, que de l'authentique et du saut. Je vois que ça vous fait plaisir, Antoine. Wow. Mais surtout, pas de scandale alimentaire comme aujourd'hui. Rappelez-vous, fin des années 80, des tonnes de vaches Raymond d'Or détruites en Romandie après plusieurs décès. 2005, épidémie de listériose qui fait 2 morts. Les tomes d'une fromagerie du Val de Travers étaient contaminés. 2016, les œufs en batterie interdits en Suisse qui étaient utilisés dans des biscuits, la vache folle, le poulet à la dioxine, les lasagnes au cheval, le lait contaminé à la salmonelle. Pas un mois sans un rappel de produits, sans une crise ou un scandale. Une fois de plus, le Vacherin Mont d'Or fait la une des journaux. Le 28 décembre, coup de tonnerre, un communiqué du Conseil d'État du canton de Vaud annonçait un nouveau cas de listériose. Et pourtant, quand on se plonge dans le passé, pour de vrai, parce qu'on était quand même très ironique au début de cette séquence, quand on se plonge dans le passé pour de vrai, on a un peu, voire beaucoup moins faim. Faisandé, vous savez comment ça se passait, faisandé ? On les suspendait, les faisans par le bec, puis quand ils tombaient, ça veut dire que la viande était suffisamment pourrie, c'est ça ? Voilà, ça donne un petit peu le ton de comment est-ce qu'on se nourrissait dans le passé. Puis on voit qu'il y avait peut-être parfois raison, on avait raison d'avoir peur de ce qu'on mangeait, et ces peurs malheureusement ne sont pas du tout nouvelles, alors que ce soit la peur du manque, 10 milliards d'humains, 12 milliards peut-être selon les estimations, on se demande si on va pouvoir nourrir tout ce monde-là. Eh bien c'est une peur qui est déjà présente à chaque étape de l'histoire, les peurs pour la santé, les paniques dont on vient de parler, mais ça aussi ça a toujours été présent, puis d'ailleurs de façon bien plus meurtrière dans le passé. Et puis il y a une peur dont on n'a pas encore parlé, c'est la peur de la nouveauté. Aujourd'hui on se méfie des insectes comestibles et autres trucs avec des produits chimiques, mais au XVIe siècle, on avait peur d'autre chose, par exemple de la pomme de terre. Avez-vous entendu parler de cet apothicaire qui veut nous faire manger ce que l'on donne aux porcs? Mais oui, parmentier, une espèce d'ignorantin qui veut en remontrer à tout le monde. Et vous savez que ces patates ou pommes de terre, comme ils les appellent, sont tout à fait nuisibles à la santé. Mon oncle m'a dit qu'en Touraine... Mais c'est une horreur. Cet homme a fait un pacte avec le démon. Alors on va se plonger avec vous, Laurent, dans ce passé des peurs alimentaires. La première peur qu'on évoque, c'est celle du manque. Est-ce qu'il y aura assez à manger pour tout le monde ? 2022, à New York, 44 millions d'habitants, pollution et réchauffement climatique ont amené la température à plus de 30 degrés. L'eau est rare, presque plus de faune ni de flore. Seuls quelques riches privilégiés disposent encore de fruits et de viande. Le peuple est nourri avec des produits de synthèse de la multinationale Soylent, des petites tablettes de couleur. L'un des dirigeants de Soylent est assassiné chez lui dans une tour des Beaux-Quartiers. Le policier chargé de l'enquête finit par découvrir la vérité. Ce n'était pas créé à partir d'algues, mais un des produits Soylent est élaboré à partir de cadavres humains. C'est le scénario du film Soleil Vert de Richard Fleischer, sorti en 1973, à l'époque où la Terre comptait moins de 4 milliards d'habitants. Ça montre que cette angoisse de la planète surexploitée, fatiguée, la nature détruite, la famine qui menace, tout ça, malheureusement, n'est pas nouveau. Vous qui avez de l'argent, montez, venez m'acheter du Soleil Vert. Ici, on vend du Soleil Vert. Ils m'en ont même pas donné un demi-kilo. Je suis resté là à faire la queue toute la seule journée. Ils m'ont même pas donné un demi-kilo. C'est un nom de voir ça. Laissez-moi, lâchez-moi, je vous dis. Vous n'allez pas me bouffer par ce marché. Et ça remonte à bien plus longtemps. C'est vieux comme le monde. La mort des troupeaux est une des 10 plaies d'Égypte dans l'Exode. La famine est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse avec la mort, la pestilence et la guerre. C'est un gros défi. Les sociétés ont toujours et partout essayé de s'organiser pour maintenir l'approvisionnement tout en subissant des crises majeures. Alors dans l'Antiquité et pendant tout l'Empire romain, l'importance géostratégique représentée par exemple la Sicile ou l'Égypte venait du fait que c'était les greniers à blé de l'Empire romain. L'importance majeure de l'approvisionnement de Rome fait que l'administration s'organise même en fonction de ça. Il y a un préfet spécialisé qui
s'appelle le préfet de Lannon, qui est uniquement chargé du ravitaillement en nourriture. Au Moyen-Âge, à la chute de l'Empire romain, la production et la distribution est désorganisée, donc on voit que le système peut se gripper. Il y a une série de famines dans toute l'Europe de 400 à 800, 1314 à 1316, 3 années pourries de suite au niveau météo, famine généralisée dans toute l'Europe, plusieurs millions de morts. La famine, on la retrouve, alors certes à l'époque moderne, mais on la retrouve à travers tous les âges. C'est une constante de notre histoire, où qu'on regarde. Alors, la grande peur, c'est la soudure dans le temps, la période de printemps, avril-mai, avant les premières récoltes et quand les stocks de la récolte précédente se vident et qu'il y a une flambée des prix. Mais voilà, les épisodes de famine, malheureusement, l'histoire n'en manque pas. 1690, 15% de la population écossaise disparaît. 1770 au Bengale, la colonie britannique, 15 millions de morts. 1845 à 1852, grande famine en Irlande, 1 million de morts. Au 19e, 45 millions de morts en Chine, 15 millions en 1959 jusqu'en 1961, sans parler bien sûr de l'impact des guerres, la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans qui déclenche à chaque fois des disettes. Et malheureusement, ça continue aujourd'hui, Éthiopie, Somalie, Yémen. Et hier comme aujourd'hui, la famine a des conséquences catastrophiques. Sur les populations, 4 ans de guerre entre le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis, donc le pays est au bord du chaos, on parle d'aujourd'hui, malheureusement, en pleine famille, un enfant yéménite meurt de faim toutes les 10 minutes. L'ONU estime que 14 millions de personnes, soit 50% de la population, pourraient disparaître, donc un impact sur les populations aujourd'hui comme hier. Sur la stabilité des États également, toujours un grand défi la famine, c'est pas un hasard si panem et circenses, l'expression du poète romain Juvénal, résume avec cynisme ce qu'il faut pour tenir le peuple, distraction et nourriture. D'ailleurs, il y a une référence dans les Hunger Games, dans la culture pop actuelle. Panem, c'est le nom de la capitale. Voilà, parce qu'une crise alimentaire, c'est un risque majeur, c'est de troubles sociaux, de révolte, voire de révolution. De 41 à 36 avant Jésus-Christ, on jette des pierres à Rome sur Octave et Marc-Antoine sur fond de famine et de guerre civile. En 1788, on a la crainte des accapareurs qui spéculent sur le prix du blé en France. Ça sera une des causes de la Révolution française. Et alors très contemporain, en 2008, à Madagascar, la multinationale sud-coréenne Daewoo rachète 1,3 million d'hectares pour alimenter la Corée. Crise grave, accord annulé, gouvernement qui démissionne. Bienvenue sur Géopolitis. Ce pourrait être une petite annonce dans un journal « Pays à vendre ». Et le texte préciserait « gigantesques terres agricoles à vendre ou à louer aux plus offrants ». C'est là un phénomène qui a pris une ampleur folle depuis 2 ans. On appelle ce phénomène l'accaparement des terres. Impact sur les populations, impact sur les États, impact aussi sur la migration. Une partie des migrations économiques actuelles sont causées par la soif et la faim, pas seulement par la guerre. Aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne. Et puis, hier, la grande famine qui avait poussé 2 millions d'Irlandais à immigrer vers les États-Unis, 4 millions de déplacés et de réfugiés. Voilà, de nouveau, malheureusement, des crises migratoires qui prennent racine dans les famines. Et puis, il y a des conséquences parfois encore plus extrêmes, avec le cannibalisme de survie qui casse un des plus grands tabous de l'anthropologie. Alors, c'est attesté depuis le Paléolithique, mais il y a des cas en Europe assez récents avec les famines soviétiques. En Ukraine et en Moldavie, en 1946 et 47, on vend de la viande humaine sur les marchés. Malheureusement, ça a été fortement soupçonné en Corée du Nord lors de la famine des années 90. Autre peur alimentaire qui revient régulièrement dans l'actualité, c'est la salubrité des aliments. En Occident, la peur du manque s'est éloignée, alors sans disparaître. Il y a quand même les banques alimentaires, les restos du cœur. Et aujourd'hui, c'est surtout la peur d'être intoxiqué par un aliment mal préparé qui domine. Ça, bien sûr, c'est pas nouveau. Dès l'Antiquité, cette peur existe. Alors, on connaît pas les microbes, mais on se méfie quand même de certains aliments mal conservés, mal préparés, mal salés, mal fumés. On a peur de boire de l'eau croupie. Puis, il y a des aliments à risque comme les champignons. Alors, adorés mais redoutés à Rome. D'ailleurs, l'empereur Claude sera assassiné par une omelette empoisonnée aux champignons. On a peur de manger la nourriture des animaux aussi. Il y a des peurs un peu culturelles. Alors, les racines et les glandes, c'est la nourriture des porcs et donc ça fait peur. Du Moyen-Âge au 19e et jusqu'aux découvertes de Pasteur, ces craintes, elles persistent encore et toujours. Elles persistent, mais elles évoluent. On n'a pas toujours peur de la même chose. La viande est longtemps l'aliment le plus effrayant. C'est humide, périssable, transporté loin de son lieu d'élevage, géré par des professionnels dont on se méfie, les bouchers.
Il y a le seigle aussi, une céréale très tôt associée au mal des Ardents ou le feu Saint-Antoine d'ailleurs. Vos parents mangeaient du seigle, Antoine? Non, rien à voir. C'est pas la même lignée. Non, rien à voir. Oui, ça c'est Antoine, T-O-U-A-N-E, ça n'a rien à voir. Intoxication typique du Moyen-Âge. On sait ce qu'on risque, mais en période de tension alimentaire, on n'a pas le choix, donc on prend quand même sa chance. Il y a même eu un cas probable en France en 1951, donc il n'y a pas si longtemps, à Pont-Saint-Esprit, l'affaire du pain maudit, tout un village qui a été pris de nausées, d'hallucinations et de délire. Le lait a longtemps été insoupçonné, on disait c'est blanc, donc c'est pur, jusqu'aux découvertes du 19e siècle sur les microbes. Là, tout le monde est devenu parano devant son verre de lait. Et puis avec les fruits et légumes, on s'en est assez peu méfié, mais récemment, avec les bactéries E. coli suspectées par erreur dans les légumes bio en 2011, on peut avoir peur de sa salade. Ceci est un modèle d'Escherichia coli grossi 1 million de fois. Alors on peut voir la peau de la bactérie qui est brunâtre, les cils qui la font avancer, et si on l'ouvre, on peut à l'intérieur trouver l'ADN. Et alors là, à cette échelle-là, on en a 1 kilomètre dedans, donc on peut en tirer des tonnes et des tonnes. C'est comme une espèce de paquet de spaghettis à l'intérieur de la bactérie. En réponse à ces peurs, l'État a accentué, a modifié, a émis des législations, a encadré, en quelque sorte, la vente de denrées alimentaires, et ça depuis des siècles. C'est toujours le jeu du chat et la souris entre le marché et l'État qui essaie de réguler ce qui se passe sur le marché. Donc 1303, la charte de Mirepoix, un des premiers textes d'Europe qui réglemente la vente de viande sur les marchés. Et on exclut des étals la viande douteuse. Du XIIIe au XVe siècle se constitue un codex alimentarius qui s'impose dans toute l'Europe avec 4 principes. L'abattage se fait en ville pour qu'on inspecte le bétail à son arrivée. Ça s'est fait comme ça jusqu'au XXe siècle. Vente immédiate sous 2 à 3 jours. Interdiction des viandes malsaines, on marque à l'oreille les porcs lépreux, c'est la première traçabilité alimentaire qui continue encore aujourd'hui. Interdiction aux bouchers de vendre des viandes cuites, ça évite de planquer la viande un peu malsaine. Naissance de la corporation des charcutiers, ça ressemble un petit peu à comme si le gouvernement voulait faire avec les gendarmes et les policiers, là, deux métiers qui se neutralisent en étant à peu près dans le même domaine. On mange pas pareil selon son porte-monnaie, que ce soit aujourd'hui ou hier. Sur beaucoup de marchés, les viandes pourries retirées de la vente sont données aux pauvres, aux prisonniers, aux lépreux. Il y a vraiment un double marché, la boucherie publique et la basse boucherie avec les mauvais morceaux, les viandes inférieures comme la chèvre. Et puis il y a toujours bien sûr de la boucherie clandestine. C'est parti là. C'est parti. On va l'avancer un tout petit peu pour pouvoir le voir de en haut là. Voilà. Parfait. Et donc là tu sectionnes quelque part carrément la colonne vertébrale, les vertèbres, etc. Ouais. Bien tout au milieu. Au XIXe siècle, la révolution industrielle change la donne. La révolution industrielle va petit à petit éloigner ces peurs de salubrité. On va aussi inventer le froid artificiel dans ces années-là. Donc on fabrique des aliments qui sont de plus en plus éloignés du consommateur. C'est fini l'autoproduction, le potager ou presque. En quelques générations, ça disparaît. La nourriture commence à venir du bout du monde, provenance inconnue, composition, préparation complexe, c'est illisible. C'est à ce moment-là qu'on commence à se dire qu'on ne sait plus ce qu'on mange. La peur devient celle d'un manque de maîtrise dans le processus de fabrication alimentée par les rappels de produits et les scandales alimentaires. Évidemment, 19e siècle, beaucoup de percées technologiques qui apparaissent avec la révolution industrielle. Il y a beaucoup de nouveaux procédés de fabrication de produits alimentaires et donc de nouveaux risques alimentaires. Chaque technologie nous amène toujours du bon et du moins bon. Alors dans le passé, si l'enjeu c'était le contrôle des risques naturels, les microbes, la décomposition, eh bien au moment de la révolution industrielle, on passe à des risques industriels, à des risques de fraude. C'est l'avènement aussi à ce moment-là de la microbiologie, donc ça fait naître des nouvelles peurs puisqu'on prend conscience qu'il y a ces micro-organismes dans notre nourriture et ça rend le risque alimentaire encore plus complexe. On fait la chasse aux microbes, par exemple. Copenhague rend la pasteurisation obligatoire dès 1890 pour le lait. Et puis, c'est aussi le moment où on commence à éduquer les consommateurs. On cherche à éveiller un petit peu les consciences autour de l'hygiène et de la nutrition puisque ça devient possible. Et de nouveaux entrants s'intéressent à l'alimentation. J'ai nommé Madame, Monsieur, les médecins. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Oh, il a mauvaise mine, cet homme-là. Asseyez-vous. Montrez-moi votre langue. La langue. Langue blanche, œil jaune, nez rouge, le foie. Oh, je vous fais mal. C'est le foie. Vous aimez bien tout ce qui est bon. C'est très mauvais.
Depuis le 19e siècle, la médecine s'en mêle, il faut manger sain, équilibré, il y a des campagnes de prévention. Alors aujourd'hui, on nous dit manger, bouger, 5 fruits et légumes avec modération, mais ça fait longtemps que ça dure. Aujourd'hui, on est vegan, sans gluten, on a peur des allergies, il y a la mode des alicaments, donc on voit qu'il y a vraiment ce retour de la pensée saine, médicale dans l'alimentation. Mais en fait, l'intérêt de la médecine pour ce qu'on mange n'est pas nouveau. Les pythagoriciens sont des végétariens, ils refusent de manger des fèves qui sont associées symboliquement aux morts. Hippocrate, Galien invite à éviter certains aliments ou à respecter certains régimes. Par exemple, il faut pas mettre de glace pour refroidir son vin. Mais ça, tout le monde le sait. Ça risque de causer un déséquilibre des 4 humeurs du corps. C'est pour ça. Moi, je pensais juste pour le goût qu'il fallait pas mettre de glaçons dans son, aussi, dans son rosé. Bon, aussi, ça tombe bien. Pour une fois, le goût et la nécessité biologique sont alignés. Régime alimentaire, c'est la première médecine. Socrate dit que chacun s'observe lui-même et note quelle nourriture, quelle boisson, quel exercice lui convienne et comment il faut en user pour conserver la santé la plus parfaite. Sénèque, lui, refusait de manger des huîtres, pensant que les aliments mous amollissent le corps et l'esprit. L'ami Jamy, 2 douzaines d'huîtres pour la cate, et que ça saute. Ah ça va pas être possible, hein. Y en a plus d'huîtres. Bah, tu rigoles ou quoi? C'est quoi ce gros tas? Ça, c'est des cassés. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je sais pas, faut appeler Fred, il est du côté de Marraine-Oléron, je crois bien. Oh, mais c'est leur spécialité, les huîtres à Marraine-Oléron. Allez, Marcel, on va retrouver Fred, et on va se la jouer fine. De Claire. Peur de manquer, peur de manger des produits sales. Il y en a beaucoup de ces peurs. Il y en a encore une, c'est celle de l'inconnu. Notre vieille compagne dans Paléo Futur, combien de fois cette peur de l'inconnu, cette peur du changement vient? Eh bien, cet épisode ne va pas échapper à cette règle. Tout ce qui est nouveau, c'est potentiellement néfaste. Et alors, on a des fois tort de se méfier de la nouveauté, mais pas toujours. Par exemple, les conquistadors qui arrivent en Amérique du Sud et le manioc, beaucoup sont morts avant d'apprendre des indigènes qu'il faut peler cette racine pour éviter de manger l'acide prussique qui est présent dans sa peau. Mais il y a des grandes méfiances qui font plus rire aujourd'hui. Par exemple, à Rome, certaines denrées, plats, sauces qui arrivent des zones conquises, comme l'abricot, peuvent faire peur. Un siècle avant Jésus-Christ, les poissons, les gibiers exotiques. Les vieux Romains y voient de la décadence face à la nourriture simple et traditionnelle comme l'orge, le froment, l'olive, le fromage. C'est peut-être un peu comme les gens qui ont eu peur dans les années 80 avec l'arrivée des fast-food dans nos rues. Pour d'autres, la nourriture exotique est un marqueur social de richesse et de sophistication. Rappelez-vous l'orange qu'on va s'offrir à Noël. On valorise ce qui est rare, exotique, les fruits, en tout cas chez certains, les animaux avec des recettes incroyables. Alors je vous donne quelques petits menus que vous auriez trouvés dans votre grand palais, Antoine, puisque vous auriez été noble, bien sûr, à cette époque-là. Des talons de chameau, des langues de flamant rose, de rossignol ou de pont, des tétines de truie farcies aux oursins. Ils ont laissé de la bouffe ou pas? J'ai du cochon séché, de la gelée de framboise, déchire. Oh. Et là, je mens pas, les mecs, ils sont barrés en laissant au moins 3 livres de pâte d'amande. 3 livres de pâte d'amande. Ah tiens, j'ai un petit pancréas de biche au pruneau dans mon char, ça vous tente? Une résistance au changement alimentaire restée célèbre concerne la patate. On s'en souvient plus, mais la pomme de terre a été diabolisée lorsqu'elle est apparue sur les marchés. Elle arrive du Nouveau Monde, du Pérou, un peu comme le maïs qu'on a appelé le blé d'Amérique. Alors le premier frein, la Kartoffel, la Kartoffeln en allemand, pousse sous la terre, comme ce qui est donné au porc. Deuxième frein, la patate est classée vers 1600 par les botanistes dans la même catégorie que la mandragore. Alors la mandragore, avec sa forme vaguement humaine, c'est la plante des sorcières, avec des facultés hallucinogènes. Et donc si les botanistes ont raison, culturellement, ça aura un impact désastreux. En 1630, à Dole, on juge la patate responsable de la lèpre. À Marseille, c'est de la peste qu'on l'accuse. La culture est carrément interdite par les tribunaux dans le nord de la France en 1748. C'est seulement en 1772 que la faculté de médecine de Paris la jugera propre à la consommation. On est méchant dessus-dessous par l'avaux avec ce plan Valne. Rien qu'Arié, paraît qu'il leur faut trouver 1 hectare pour des patates et des haricots. 1 hectare, c'est vite écrit, mais où ça gratter? Il va falloir se planter sur les toits, parce que, pour ce qui est de planter les pommes de terre dans les vignes, qui tâchaient d'expliquer à ces messieurs de Berne, vous comprenez, on a beau être bon Suisse et compagnie, respectueux des autorités fédérales et tout, mais pour ce qui est de planter des pommes de terre dans les charmeux, on ne pourrait pourtant pas faire cet affront à la vigne.
Laurent Haug, encore aujourd'hui, on a beaucoup de freins culturels par rapport aux aliments. Toujours cette même ambivalence, certains qui sont attirés par la nouveauté, d'autres qui en ont peur, alors que ce soit autour de freins culturels, l'idée de manger des insectes est repoussante pour beaucoup, l'idée de manger du chien, comme ça peut se faire en Chine, mais sachez que les Coréens, par exemple, pensent que nous sommes des sauvages, puisque nous mangeons des escargots, des grenouilles, des lapins. Manger des lapins, d'ailleurs, qui est quelque chose d'impensable en Angleterre. Le cheval est toujours consommé en Suisse, je pense que ça choquerait pas mal de pays. Il y a aussi les peurs autour des nouveaux aliments, donc les OGM, les AGM, tout ce qui a été génétiquement modifié, Monsanto et autres, les saumons transgéniques. Alors débat là-dessus, il y a des gens qui pensent que c'est une des seules solutions à disposition pour nourrir les 10 ou 12 milliards de personnes. Et demain, qu'est-ce qui va arriver dans nos assiettes? Alors peut-être ces algues très prometteuses, mais est-ce que c'est acceptable par le consommateur? Ces spiruline, la viande de culture qui est aujourd'hui dans les laboratoires, réponse aux arguments véganes sur la souffrance animale. Est-ce que ça sera suffisamment bon? Est-ce que ça sera suffisamment accessible? Est-ce que les gens qui appellent ça le Frankenburger ont raison en référence ou à pas? Frankenstein. En référence à Frankenstein, l'avenir nous le dira. Eh bien, je vais faire un hamburger, tout à fait, comme on fait ici. Comme vous le faites chez vous. Voilà. Ah, mais que faut-il pour faire Pas cette grand-chose. recette? Pas grand-chose. Un petit pain de campagne en moyen, il y a plus gros, voilà, qu'on coupe en deux. Après, là-dessus, j'y mets quelques petites feuilles de salade, des gésiers, des lamelles de magret et du foie gras chaud. Et on referme le couvercle et on mange. En fait, hier ou aujourd'hui, c'est toujours les mêmes peurs qui reviennent. Malgré le passage à l'ère agroalimentaire, malgré les révolutions en termes de conservation, de législation, manger reste un besoin primaire qui est donc lié à des peurs primaires qui ne changent pas. La peur du manque, aujourd'hui beaucoup moins présente, mais on le voit, il y a encore des problèmes de famine. La peur de la salubrité alimentaire, très présente dans le passé, très meurtrière, mais on le voit encore aujourd'hui régulièrement dans l'actualité. Et puis la peur de la nouveauté alimentaire qui, au travers de l'histoire, s'est manifestée à plusieurs reprises et qui continue à nous habiter aujourd'hui. Attention Laurent, je vais enfoncer une porte ouverte. L'alimentation, c'est toujours évidemment encore un enjeu majeur. Mais on n'y pense pas dans nos pays riches, et puis on se dit, enfin, on a toute cette technologie du monde, et pourtant, ça reste un enjeu humanitaire. Nourrir la planète, réduire la faim dans le monde, c'est un problème qui n'est toujours pas réglé. Selon la FAO, en 2012, 1 humain sur 8 est sous-alimenté, 6 millions d'enfants meurent par an de faim. On progresse en part relative, mais c'est toujours un enjeu crucial dans certains continents, comme l'Afrique, où on pense les crises actuelles au Yémen. Le paradoxe, bien sûr, c'est que 30% de la production alimentaire mondiale est gâchée. Donc il y a aussi des défis de distribution que malgré toute notre technologie, nous n'avons pas vraiment réussi à résoudre. Bon, et puis on peut évidemment aussi parler de ce plus d'1 milliard d'humains qui sont en surpoids, les 300 millions d'obèses à travers le monde, et puis les pathologies liées à une alimentation trop riche, hypertension, enfin bon bref, il y a d'autres émissions scientifiques et médicales qui en parleront beaucoup mieux que nous. Laurent, moi ce que je retiens, c'est qu'en 2018, comme dans le passé, au niveau alimentaire, il y a toujours énormément d'inégalités. L'alimentation reste un marqueur culturel, un marqueur social. Il y a la nourriture des riches, il y a la nourriture des pauvres, il y a la malbouffe qui s'oppose au fait maison, il y a le bio contre la nourriture industrielle. Manger sain, ça coûte cher. Un occidental dépense 20% de son revenu en nourriture, un habitant des zones en développement, plus de 70%. Donc il y a des choses qui changent dans l'histoire. Les tabous, les codes, les croyances alimentaires, elles évoluent. À la fin du 19e, il y avait des affiches qui vantaient les mérites de la bière pour la santé des femmes qui allaitaient. Rappelez-vous de la cocaïne dans le vin Mariani dont nous avions parlé dans un autre épisode qui était remise aux soldats de 1914. Il y a les goûts bien sûr qui évoluent. Au Moyen-Âge, on mange de la viande très avancée, on va dire. Le vin est coupé à l'eau, il a goût de résine dans l'Antiquité, le goût pour le sucre qui se développe à l'ère industrielle. Et puis il y a des choses qui ne changent malheureusement pas. Les troubles de la chaîne alimentaire, les famines aujourd'hui comme hier, les crises sanitaires, l'aliment qui reste un marqueur social, on vient de le dire, les modes qui vont et qui viennent. Alors par exemple aujourd'hui le pain bis, ça revient à la mode, c'était le pain des pauvres qui était délaissé par les riches, et puis aujourd'hui c'est celui qui vaut le plus cher, ou alors les vieux légumes qui avaient été oubliés parce que pas assez bons, pas assez productifs, quelle que soit la raison, qui aujourd'hui reviennent très à la mode. Et donc, comme d'habitude, à la fin d'un épisode de Palais au futur, on se rend compte que, comme le disait Mark Twain, si l'histoire ne se répète pas, elle rime. Merci beaucoup, Laurent Haug. Merci Antoine. Paléofuturiste en chef. Merci également à Jean-Christophe Piot, notre farfouilleur.
Palais au futur sur la première.